Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 8, Lumière. Sans lumière, une scène en 3 dimensions n'est qu'un ensemble de polygones plats et sans vie. Ce chapitre explore comment les modèles d'illumination simulent la lumière pour donner un réalisme saisissant à nos objets. Dans toute scène tridimensionnelle, la première étape pour obtenir un rendu réaliste est de comprendre le modèle de diffusion de base. La couleur perçue par nos yeux ou par la caméra virtuelle est calculée par une multiplication très simple. La couleur perçue est égale à la couleur de l'objet multipliée par la couleur de la lumière qui l'éclaire. Par exemple, si une lumière rouge éclaire un objet bleu, le résultat final dépendra directement de cette multiplication composante par composante. Pour calculer l'intensité lumineuse totale en un point d'une scène 3D, nous devons additionner 3 composantes distinctes. La toute première est la composante ambiante que l'on note I indice A. Elle représente la lumière de base présente dans tout l'environnement. Dans le monde réel, la lumière rebondit de multiples fois sur les surfaces. La composante ambiante simule cette lumière dispersée de manière globale. Grâce à elle, même les zones qui ne sont pas directement éclairées par une source lumineuse directionnelle ne sont jamais totalement noires. Passons à la deuxième composante, la lumière diffuse, notée I indice D. Son intensité dépend directement de l'angle formé entre la direction de la lumière et la normale de la surface. Imaginons une surface et son vecteur normal, qui lui est strictement perpendiculaire. Lorsqu'un rayon lumineux vient frapper cette surface, il forme un angle précis avec cette normale. Plus la lumière frappe la surface de manière perpendiculaire, plus cet angle est petit. Et par conséquent, plus la surface sera fortement éclairée par cette composante diffuse. Nous abordons maintenant la troisième composante fondamentale de notre modèle d'illumination, la lumière spéculaire, souvent notée I indice S. C'est cette composante spécifique qui crée le point de brillance très marqué ou reflet à la surface de notre sphère. Elle simule la réflexion directe des rayons lumineux, un phénomène particulièrement visible sur les matériaux lisses et réfléchissants comme le plastique poli ou le métal. Contrairement à la lumière diffuse, cette réflexion est directionnelle. L'intensité du reflet spéculaire que vous percevez dépend donc fortement de votre position d'observateur par rapport à l'objet. Nous avons maintenant exploré les 3 sources de lumière individuelles. L'intensité totale en un point P est simplement la somme de ces 3 composantes. Ainsi, l'intensité grand I égale I indice A plus I indice D plus I indice S. C'est le fondement du modèle de diffusion. Mais dans la réalité, chaque matériau réagit différemment à la lumière. C'est ici qu'interviennent les qualités physiques des matériaux. Et elles sont caractérisées par des constantes spécifiques, K indice A, K indice D et K indice S, qui définissent les taux d'absorption et de réflexion. Enfin, le paramètre alpha définit la brillance, c'est-à-dire la concentration et l'étalement du point de lumière sur la surface. Maintenant que nous connaissons l'équation de la lumière, comment l'appliquer en pratique ? Découvrons l'illumination de Gouraud, une technique classique en rendu 3D. Calculer cette lourde équation pour chaque pixel de l'écran serait très coûteux. L'astuce de Gouraud est de ne faire ce calcul qu'au sommet des triangles de notre objet. Regardez ce maillage. La lumière n'est évaluée que sur ces points d'intersection précis. Cette étape cruciale se déroule dans ce que l'on appelle le vertex shader. Chaque sommet obtient ainsi sa propre intensité lumineuse finale, formant la base de l'éclairage de notre sphère. Dans l'illumination de Gouraud, nous avons vu que la lumière est calculée avec précision sur chaque sommet du modèle tridimensionnel. Mais que se passe-t-il pour l'intérieur du polygone ? La carte graphique ne calcule pas l'éclairage pour chaque point interne à cette étape. Le système va plutôt interpoler ces valeurs. Il crée un dégradé mathématique lisse appelé interpolation barycentrique entre les 3 sommets. Cette surface colorée en dégradé est ensuite transmise au fragment shader qui se chargera de colorer les pixels finaux. Cela donne l'illusion d'une surface parfaitement lisse, tout en optimisant considérablement les calculs. Pour que l'illumination soit juste, l'orientation de chaque surface, que l'on appelle la normale, doit être parfaitement correcte dans l'espace du monde. En général, on utilise la matrice du modèle pour transformer nos objets, mais si l'objet subit une déformation ou un étirement non uniforme, appliquer cette simple matrice du modèle fausserait complètement la direction de la normale, brisant ainsi le calcul de la lumière. C'est pourquoi on utilise une matrice spécifique appelée la matrice des normales pour préserver cette orientation. Elle est égale à la transposée de l'inverse de la matrice du modèle M normal égale M modèle puissance moins 1, le tout transposé. L'illumination de Gouraud a un défaut majeur.
Si le maillage contient peu de polygones, l'interpolation crée des artefacts visuels. Les reflets manquent de précision et les transitions de lumière paraissent géométriques. C'est ici qu'intervient l'illumination de Phong, une méthode conçue spécifiquement pour pallier ces limites. Au lieu de calculer la lumière au sommet, Phong déplace ce lourd calcul mathématique directement dans le fragment shader. L'illumination y est calculée pixel par pixel sur toute la surface, offrant un rendu parfaitement lisse. Dans cet exemple, nous comparons l'éclairage de Gouraud et de Phong sur une sphère low poly pour examiner la netteté des reflets spéculaires. Gouraud calcule l'intensité au sommet, puis l'interpole pour chaque fragment, ce qui fait apparaître le point de brillance comme déformé par la géométrie. Sur notre sphère low poly, on voit clairement les facettes. Le reflet prend la forme des faces et n'est pas rond. A l'inverse, Phong calcule la composante spéculaire par fragment dans le fragment shader, indépendamment de la géométrie des faces. Le résultat est un point de brillance parfaitement rond et net, même si la sphère a très peu de polygones. Ainsi, le point lumineux dépend du modèle d'illumination, pas des arêtes du maillage. L'algorithme de Phong ne se contente pas de calculer une intensité lumineuse globale. Il généralise ce calcul pour chaque canal de couleur de l'image. En pratique, cela signifie que l'équation d'illumination est résolue de manière totalement indépendante pour le rouge, le vert et le bleu. Chaque canal de couleur possède ses propres constantes d'ambiance, de diffusion et de spécularité. Cette séparation permet de définir des propriétés de réflexion lumineuse distinctes et très précises pour chaque teinte d'un matériau complexe. Maintenant que nous comprenons comment la surface réagit aux rayons, intéressons-nous à la source lumineuse elle-même. Nous allons aborder la section 8.2 consacrée aux différents types de lumière. Dans une scène en 3 dimensions, il existe plusieurs types de sources pour simuler la réalité. Nous étudierons la lumière directionnelle qui agit comme un soleil lointain, la lumière ponctuelle, semblable à une ampoule classique, et enfin la lumière projetée qui fonctionne comme un projecteur de théâtre. Le premier type de source que nous allons étudier est la lumière directionnelle. Imaginez une source lumineuse située à une distance infinie, tout comme notre Soleil. Puisqu'elle est infiniment loin, tous les rayons lumineux qui atteignent notre scène 3D sont strictement parallèles. Par conséquent, sa position dans l'espace n'a aucune importance, seule sa direction de projection compte. Le deuxième type d'éclairage fondamental en 3D est la lumière ponctuelle, souvent appelée point light. Contrairement à la lumière directionnelle qui vient de l'infini, la lumière ponctuelle possède des coordonnées exactes dans l'espace de votre scène. Elle rayonne de manière omnidirectionnelle, cela signifie qu'elle émet des rayons lumineux dans absolument toutes les directions depuis son centre. Pensez à une ampoule nue suspendue au milieu d'une pièce sombre, elle éclaire les murs, le plafond et le sol simultanément. Ce rayonnement sphérique permet de créer des ambiances réalistes autour d'une source locale, comme une torche ou un feu de camp. Une caractéristique fondamentale de la lumière ponctuelle est son atténuation à travers l'espace. Contrairement à la lumière directionnelle, plus un objet est éloigné de la source, moins il reçoit de lumière. En physique, comme en rendu 3D, cette perte d'intensité suit une règle mathématique stricte. Elle dépend de l'inverse du carré de la distance. Concrètement, si vous doublez la distance par rapport à la source, l'intensité lumineuse n'est pas divisée par 2 mais par 4. Le troisième type d'éclairage est la lumière projetée, que l'on appelle souvent spotlight. C'est un véritable hybride. Comme la lumière ponctuelle, elle possède une position bien précise dans l'espace. Mais à la différence de cette dernière, elle pointe dans une direction spécifique. Surtout, son émission est restreinte à l'intérieur d'un volume en forme de cône, exactement comme le projecteur d'un théâtre. Seuls les objets situés dans ce cône seront éclairés, créant ainsi une zone de lumière clairement délimitée. Dans la réalité, la lumière d'un projecteur ne s'arrête pas net sur ses bords. Pour éviter que notre lumière projetée ne soit découpée de façon brutale et irréaliste, nous devons modéliser une zone de pénombre. Pour cela, nous utilisons 2 angles distincts à partir de la direction centrale de la source lumineuse, l'angle alpha et l'angle bêta. L'angle alpha définit le cône intérieur. À l'intérieur de ce cône, l'intensité lumineuse est à son maximum, c'est-à-dire à 100%. L'angle bêta, plus large, définit le cône extérieur. Au-delà de ce cône, la lumière ne l'atteint plus et l'intensité tombe à 0. L'espace situé entre l'angle alpha et l'angle bêta crée une zone de transition douce. C'est ici que l'atténuation radiale s'opère, modélisant ainsi une pénombre réaliste. Passons maintenant aux exercices pratiques pour consolider ces notions fondamentales. L'exercice 16 vous met au défi de démontrer mathématiquement la formule de la matrice des normales que nous avons introduite avec l'illumination de Gouraud.
Rappelez-vous, cette matrice est définie comme la transposée de l'inverse de la matrice du modèle. Votre objectif est de prouver par l'algèbre linéaire pourquoi cette transformation spécifique est absolument indispensable. C'est une étape cruciale pour comprendre comment les normales réagissent aux déformations non uniformes dans l'espace en 3 dimensions. L'exercice 17 va plus loin en introduisant le modèle de Blin-Phong. Le calcul du reflet spéculaire de Phong classique est lourd pour le processeur graphique car il nécessite de calculer un vecteur de réflexion complexe. Blin-Phong optimise cela en utilisant le vecteur de mi-parcours, noté vecteur h, situé exactement à mi-chemin entre la direction de la lumière et celle de la caméra. Cette simple astuce mathématique accélère considérablement le rendu, tout en préservant le réalisme des reflets. Pour résumer ce chapitre 8, nous avons décomposé la lumière en composantes ambiantes, diffuses et spéculaires. Nous avons vu comment Phong améliore la précision de Gouraud en calculant ses intensités par pixel. Enfin, nous avons classé les sources en lumière directionnelle, ponctuelle et projetée. Merci d'avoir suivi cette leçon sur l'illumination 3D et à très bientôt pour le prochain chapitre.